Je suis assise dans cette pièce blanche, entourée de murs nus qui semblent se resserrer à chaque instant. Mon regard, fixe et vide, ne quitte pas le sol froid. Mais mon esprit tourne en boucle, comme un engrenage rouillé, incapable de se libérer. Le thérapeute, une femme aux cheveux gris et au regard doux, m'observe avec patience. Mais je sens la tension palpable dans l'air, comme si chaque mot que je vais prononcer allait faire éclater une vérité trop lourde à porter. Elle m'incite doucement. « Élise, vous pouvez commencer quand vous vous sentez prête. » Ma voix sort presque en un souffle, tremblante, mais déterminée à dénouer ce nœud sombre qui m'étreint. Je ne peux pas tout dire d'un seul coup, mais je vais essayer. Mon souffle se coupe, et je ferme les yeux un instant, comme pour rassembler mes pensées, pour trouver le courage dans le tumulte intérieur. Quand je rouvre les yeux, je vois leur reflet dans la vitre qui sépare la pièce d'un couloir silencieux, comme pour me rappeler que je suis enfermée dans ma propre prison mentale. Je commence alors à parler, lentement, à voix basse, en évitant de nommer ce qui pèse le plus lourd dans mon cœur. Tout a commencé il y a quelque temps, quand ma sœur Clara a obtenu cette reconnaissance que je voulais tellement, cette bourse, cette réussite qui aurait dû être la mienne. Ma voix tremble encore plus, comme si les mots eux-mêmes étaient des lames acérées que je ne peux éviter. La jalousie s'est enfoncée en moi, comme un poison lent, et j'ai commencé à ressentir une colère que je ne pouvais plus contrôler. Je me remémore l'image de Clara, souriante, innocentée par la lumière des néons, alors que moi, je me noyais dans une obscurité grandissante. Lors d'un dîner dans cette maison où tout semblait si normal, la tension a explosé. Elle riait, elle était heureuse, et moi, je ne pouvais plus supporter cette vie de compétition constante. Mon souffle se coupe, la mémoire se déforme. Ah! Je lui ai dit des choses horribles, des choses que je ne pouvais pas vraiment contrôler. Et puis, j'ai décidé de faire quelque chose de terrible. Mon regard vacille, comme si je revivais cette scène. Je sors alors de mon sac un petit verre, à moitié rempli d'eau, que je tiens entre mes mains tremblantes. J'ai préparé ce verre avec des morceaux de verre fin que j'ai cachés dans une petite cuillère. Je voulais lui faire mal, la punir pour tout ce qu'elle représentait pour moi. Ma voix devient un murmure, presque inaudible. Je lui ai donné à boire, tout en lui murmurant des choses pour la distraire, pour qu'elle ne se rende pas compte. Au début, elle a toussé, elle a crié, mais je ne pouvais pas arrêter. Je ne voulais pas. La scène s'impose dans mon esprit. La vision de Clara qui lutte, qui vomit, ses yeux pleins de douleur et de peur. Elle a ingéré le verre, et elle est morte. Ma gorge se serre. Les mots deviennent un hurlement silencieux. Je ne voulais pas qu'elle me regarde ainsi, qu'elle sache tout ce que j'avais fait. Je voulais simplement la faire taire, la faire disparaître. Une larme coule, solitaire sur ma joue, alors que je réalise l'impact de ce que je viens de confier. Mon corps tremble, comme si je portais le poids d'un secret trop lourd pour n'importe quelle âme. C'est moi qui l'ai tué. C'est la dernière phrase que je prononce. Comme un écrou qui se referme sur la vérité, dans une confession qui n'est qu'un début, mais qui, pour moi, marque la fin d'un cauchemar sans fin. Je me souviens de cet été-là, lors de cette fête d'anniversaire où tout semblait encore simple, mais où une tension sourde commença à s'immiscer entre nous. La maison de nos grands-parents, vieille bâtisse aux murs craquelés, vibrait de rires étouffés, de musique douce et de bruits de pas précipités dans le jardin. Clara, rayonnante et insouciante, portait une robe rose pastel qui accentuait la luminosité de ses yeux, ses cheveux blonds, bouclés, tombant en cascade sur ses épaules. Elle était le centre de l'attention, éclatante parmi les autres enfants, saluée par les cousins, caressée par la tante qui lui offrait un gâteau au chocolat moelleux. Je la regardais, mon cœur se nouant quelque part au fond de ma gorge, une jalousie mêlée d'admiration et de frustration. Elle, toujours si parfaite, si aimée, semblait briller encore plus fort qu'à l'accoutumée. Je me souviens avoir murmuré presque pour moi-même, alors que je fixais son sourire éclatant. Pourquoi eux, et pas moi? Mais personne n'entendait, sauf moi. Alors qu'elle riait aux éclats, une main se posa sur mon épaule. C'était maman, souriante, tenta d'attirer mon attention. « Élise, viens jouer avec Clara. Regarde comme elle est heureuse. » Mais je ne pouvais pas. Mon regard restait fixé sur Clara, comme si je voulais tout retenir,
tout déchiffré dans cet instant fugace. J'ai senti cette jalousie cuisante s'intensifier, comme une brûlure sourde qui grandissait en moi. Plus tard, alors que la soirée avançait, j'ai observé Clara s'approcher d'un petit groupe, recevoir des compliments, recevoir cette admiration que je convoitais en silence. Mon regard s'est durci. Dans ma tête, une voix s'est mise à murmurer. « Elle a tout, et toi tu n'as rien. » Le feu crépita soudain dans mon esprit, lorsque j'ai vu Clara rire encore plus fort, saisir un verre de limonade qu'on lui tendait, et alors que je m'approchais, j'ai entendu ma propre voix intérieure, glaciale. « Elle va tout prendre, tout ce que je voulais. » Mon corps s'est tendu, comme si une force invisible contrôlait chacun de mes mouvements. Je me suis approchée d'elle doucement, le cœur battant à tout rompre, et j'ai murmuré, les lèvres tremblantes, des mots que je voulais sincèrement croire. « Tu ne mérites pas tout ça. » Elle m'a souri, innocente, heureuse, et j'ai senti cette rage monter, une rage que je n'avais jamais connue auparavant, une envie de tout faire disparaître pour que personne ne puisse plus la voler de cette façon. La scène s'est figée dans ma mémoire comme un tableau macabre. Je tendais la main, elle levait son verre, et dans un éclair de folie, j'ai décidé qu'elle ne devait pas briller plus longtemps, que je devais l'éteindre, comme on éteint une lampade trop brillante. La jalousie, la haine, tout s'est mélangé dans cette nuit-là, et ce qui semblait encore une simple rivalité enfantine s'est mué en un incendie intérieur, prêt à tout consumer. Je me souviens encore de cette soirée où tout a basculé, cette étincelle qui a enflammé la haine que je portais en moi. Notre mère, si douce d'habitude, s'était abandonnée à ses mots acides, minimisant mes efforts, ignorant mes sacrifices pour valoriser Clara. Elle avait levé son verre, un sourire rassurant mais cruel sur le visage, et avait lancé d'un ton moqueur. « Tu vois, Clara, c'est ça, la vraie réussite. Pas comme certaines qui ne font que ramer sans jamais atteindre le sommet. » Je sentais mon corps se raidir comme si un feu intérieur voulait tout déchirer. Clara, à côté, souriait innocemment, ignorant la tempête qui grondait en moi. Son regard scintillait d'orgueil, et elle semblait savourer chaque mot de notre mère comme une victoire personnelle. La pièce s'était soudainement transformée en un théâtre où se jouait la pièce d'une rivalité ancestrale, alimentée par ces paroles venimeuses. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on m'entende, tandis que j'essayais de maîtriser cette rage qui montait, s'insinuant dans chaque fibre de mon être. Je voulais lui crier, lui faire payer cette injustice, cette humiliation déguisée en compliment. « Je travaille dur, moi aussi, » pensais-je, mais mes mots restaient coincés dans ma gorge. La scène défilait en boucle dans ma tête. La voix douce de notre mère se mêlait à la mienne qui grondait, à la fois pour défendre mon honneur et pour exiger une reconnaissance que je n'avais jamais obtenue. La jalousie grandissait, mois après mois, dans l'ombre de ses succès apparents, jusqu'à devenir une bête insatiable. Cette nuit-là, je compris que la rivalité n'était plus une simple compétition innocente, mais une guerre silencieuse qui allait me hanter durant des années, une lutte pour exister dans un univers où l'amour semblait toujours réservé à elle, où chaque mot, chaque regard était une pierre supplémentaire dans le mur de mon ressentiment. La scène se refermait doucement, laissant place à un vide glacé dans mon cœur, comme si la vérité que je portais en moi allait finir par éclater en 1000 morceaux, révélant la monstruosité que je m'étais obstinée à cacher pendant si longtemps. La pièce était baignée d'une lumière tamisée, où les ombres dansaient doucement sur les murs, créant une atmosphère à la fois chaleureuse et oppressante, comme si chaque coin recelait un secret. Au centre, la table dressée avec soin, le parfum de la dinde rôtie flottant dans l'air mêlé à celui de la lavande, mais mon regard s'attardait incapable de se détourner de Clara. Assise fièrement, une expression de triomphe éclatant sur le visage. Elle tenait dans ses mains le certificat encadré, une bourse prestigieuse, symbole de reconnaissance qu'elle avait arraché avec grâce, comme si le monde lui appartenait déjà. Je l'observais en silence, mes doigts crispés sur la nappe fine, mes yeux se plissant pour dissimuler la fureur qui montait en moi, une douleur sourde qui se transformait peu à peu en une colère viscérale. La voix de notre mère, douce mais pleine de fierté, résonnait dans la pièce. « Tu vois, Élise, ta sœur a encore frappé fort. Je suis si fière d'elle. » Clara, radieuse, s'était levée pour recevoir les félicitations, ses yeux brillants d'un éclat que je voulais déchirer. Je sentais mon souffle se faire plus court, ma gorge se serrer,
comme si tout l'air qui aurait pu me calmer s'était évaporé dans cette bulle de succès et d'orgueil. La scène semblait figée, mais l'intérieur de mon esprit était en ébullition. La jalousie était devenue une bête vorace, dévorant chaque pensée de moi-même, chaque instant où je me sentais invisible dans cette mascarade de bonheur familial. Je voulais crier, me lever, lui dire tout ce que je ressentais. Mais je restais immobile, comme un spectateur silencieux d'un drame que j'avais moi-même écrit. L'instant où Clara reçut la dernière accolade, où son sourire éclatait de fierté, fut comme une gifle invisible à mon ego meurtri. Je savais que cette victoire alimenterait ma torturante obsession, qu'elle était la pièce manquante de mon puzzle de jalousie maladive, et que dans ce silence apparent, la tempête grondait déjà en moi, prête à tout faire éclater. Je fixais le thérapeute, le regard chargé d'un mélange d'angoisse et de déchirure, alors que ma voix, tremblante, s'échappait dans un souffle rauque. C'est comme si une voix, commençai-je, en haletant, comme si une voix dans ma tête ne cessait de me murmurer, de m'inciter à faire du mal à Clara. Elle n'a pas besoin de cette lumière qui l'éblouit. Pas plus que moi je ne voulais la voir briller plus que moi. Je me mis à trembler, les mains crispées sur mes genoux, la respiration courte, comme si chaque inspiration était une épreuve. Elle me souffle que c'est la seule façon de l'arrêter, de la faire descendre de son piédestal, parce que sinon, elle va tout emporter avec elle, tout ce que je suis, tout ce que je pourrais être. La pièce semblait se rétrécir autour de moi. Le silence pesant, interrompu seulement par mes soupirs saccadés. Je sentais le regard du thérapeute, à la fois inquiet et perplexe. Mais je ne pouvais plus contenir cette confession qui m'oppressait depuis si longtemps. Je ne contrôlais plus rien, je vous jure. La jalousie s'est transformée en obsession, en une force incontrôlable qui me pousse à faire l'irréparable. Je savais que si je ne faisais rien, je perdrais tout, que cette haine bouillonnante finirait par me dévorer jusqu'à la fin. Je fis une pause, mon corps secoué par un frisson, puis je repris, la voix plus basse, presque un murmure désespéré. Elle doit payer pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle m'a volé. La voix me disait qu'il fallait que je fasse en sorte qu'elle ne brille plus, qu'elle ne soit plus rien, qu'elle disparaisse, tout simplement. C'est la seule façon de la faire taire, de faire taire cette jalousie qui ne me laisse pas en paix. Mon regard se perdit dans le vide, comme si je pouvais encore entendre cette voix invisible, cette sirène pernicieuse qui m'avait hanté dans l'ombre de mes pensées, jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une ombre de moi-même, prête à tout pour éteindre la lumière de Clara, quitte à sombrer dans l'oubli. Ce soir-là, une obscurité oppressante enveloppait la pièce, comme si l'obscurité elle-même retenait son souffle devant l'irréparable que je m'apprêtais à commettre. La lumière vacillante de la lampe de chevet projetait des ombres dansantes sur les murs, simulant un théâtre macabre, où je serais à la fois actrice et spectatrice de ma propre folie. J'avais préparé un verre, un simple verre d'eau, mais à l'intérieur, j'avais glissé des fragments de verre fin que j'avais broyés avec une obsession fébrile, comme si chaque éclat représentait la dernière étape de ma vengeance. Mon souffle était court, le cœur battant à tout rompre, lorsque j'ai pris la bouteille d'un geste tremblant, comme un rite morbide. « C'est pour qu'elle comprenne !» murmurai-je, la voix rauque, presque un cri étouffé par la colère et la jalousie. Je me suis approchée de Clara, qui dormait paisiblement, ses traits innocents éclairés par la lueur douce de la lune filtrant par la fenêtre. Mes mains tremblaient, mais ma détermination était plus forte que la peur. « Tu ne peux pas continuer à briller comme ça, à tout voler, à être parfaite !» soufflai-je en versant lentement l'eau dans le verre, tout en fixant les fragments invisibles qui se mêlaient à l'eau. Mon esprit se débattait, rationalisant chaque geste, me persuadant que c'était la seule façon de faire taire cette jalousie dévorante, cette envie de tout lui arracher, même la vie. Je pensais qu'en lui faisant boire ce liquide empoisonné, je la ferais enfin payer pour son bonheur éclatant, pour sa simplicité qu'elle semblait exhiber sans effort. La scène se déroulait comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, où chaque seconde semblait s'étirer à l'infini, chaque mouvement étant chargé de cette tension insoutenable. Je me suis accroupie, le cœur battant à la limite de la rupture, tendant le verre tremblant vers ses lèvres ouvertes, sa respiration douce, presque imperceptible. « Tu vas voir, tu ne seras plus jamais la même », me suis-je dit,
la voix brisée par un mélange d'horreur et de soulagement anticipé. Mais au fond, une voix silencieuse, celle de la conscience fragmentée, me susurrait que tout cela n'était qu'un abîme sans fond, une chute irréversible dans l'oubli et la folie. La nuit, froide et silencieuse, semblait retenir son souffle, comme si elle aussi comprenait que ce soir, j'avais franchi un seuil que je ne pourrais jamais revenir en arrière. Lors d'une après-midi ensoleillée, le vacarme léger de la famille résonnait dans le jardin, entre rires, bruit de vaisselle et brise douce caressant les feuilles. Élise, le cœur battant à tout rompre, sentit une étrange chaleur lui monter aux tempes, alors qu'elle s'approchait discrètement de Clara, sa sœur cadette, assise sur le banc en bois, un verre d'eau fraîche à la main. La scène semblait anodine, mais pour Élise, chaque geste était chargé de tension, comme si le monde entier retenait son souffle. Elle se glissa à ses côtés, feignant une conversation innocente, sa main tremblante effleurant le verre. « Tu veux boire un peu ?» murmura-t-elle, un sourire faussement détendu, tout en insérant subrepticement un tout petit morceau de verre fin dans le liquide limpide. Clara, innocente, leva les yeux vers sa sœur, un éclat de confusion dans le regard, mais sans se douter de rien. « Oh, merci, c'est gentil !» répondit-elle en prenant le verre. Élise, le visage crispé, sentit son souffle se couper, son esprit s'embrouiller sous le poids de cette action irréversible. Elle regarda Clara avaler lentement, la gorgée glissant dans sa gorge comme une promesse de danger. Un dernier souffle de vie qui, pour Élise, semblait à la fois une victoire et une catastrophe imminente. La scène se déroulait comme dans un cauchemar éveillé. La lumière filtrant à travers les branches, la main de Clara tremblant légèrement, la voix douce de la sœur qui continuait à parler de trivialité, inconsciente de la menace qui venait de s'installer dans son corps. Élise, le regard fixé sur sa victime, sentit un mélange d'euphorie morbide et de culpabilité déchirante. Elle aurait voulu arrêter le temps, ou tout effacer. Mais le poison invisible avait déjà fait son œuvre, transformant cette innocence apparent en un acte d'horreur. La scène se superposait à ses pensées comme une vidéo détériorée, chaque détail gravé dans sa mémoire jusqu'à l'instant où Clara, la tête penchée en arrière, se mit à tousser, ses yeux s'écarquillant dans une stupeur silencieuse. Élise, figée, sentit un frisson glacé parcourir toute son échine, réalisant que ses mains avaient tremblé trop longtemps, qu'elle venait d'écrire une page indélébile dans l'histoire de leur fratrie. La scène s'effaça peu à peu dans un voile d'ombre, laissant place à une conscience troublée, hantée par ce qu'elle venait de faire et par ce qui, peut-être, ne ferait que commencer. Je me tenais là, immobile, le regard fixé sur Clara qui, après avoir avalé la petite gorgée de verre, commença à tousser violemment, comme si l'air lui brûlait la gorge. Ses yeux s'écarquillèrent dans une expression de stupeur effrayante, un mélange de douleur et de surprise qui m'assaillit jusqu'au fond de l'âme. Elle voulait sans doute dire quelque chose, mais ses lèvres tremblaient, incapables de produire un son cohérent. La petite fille, si vivante, si insouciante quelques instants plus tôt, se mit à se pencher en avant, les mains crispées contre son ventre. Et soudain, un jet de vomi vert et acide jaillit de sa bouche, dans un gargouillement rauque. La scène était presque irréelle, comme si le temps s'était suspendu dans une horloge brisée. Je ressentis un frisson glacé parcourir tout mon corps, mon cœur tambourinant furieusement dans ma poitrine. La vision de ses mains tremblantes, de ses yeux qui cherchaient désespérément de l'aide, tout cela se grava en moi comme une cicatrice indélébile. Clara se tortilla, ses spasmes agités par la douleur insupportable, ses larmes coulant en ribambelles sur ses joues pâles. Elle tenta de parler, de dire quelque chose, mais sa voix se brisa en un râle, et elle se mit à vomir à nouveau, cette fois plus violemment, projetant tout ce qu'elle contenait dans un reflux de bile et de sang. La scène défilait sous mes yeux comme un tableau macabre, où chaque détail semblait gravé dans un film en accéléré. Le bruit humide de ses vomissements, l'odeur âcre de la bile, la pâleur de ses lèvres, la sueur froide qui perlait sur son front. Je m'approchais doucement, un mélange d'aberration morbide et de dégoût profond, m'envahissant. Son regard se braqua sur moi, cherchant désespérément une explication ou une échappatoire à cette horreur. « Qu'est-ce que tu as fait ?» murmurai-je, la voix tremblante, incapable de réprimer mon trouble. Clara, grappillant ses dernières forces, tenta de se redresser,
Ses mains tremblaient si fort qu'elle semblait à vouloir s'arracher de ses bras. Elle ouvrit la bouche, mais aucune parole ne sortit. Seulement un râle rauque, comme un dernier appel dans l'obscurité. La douleur la submergeait, et son corps se tordit une dernière fois, livide, tandis que la vomissure s'étalait sur le sol, déchirant le silence lourd. Mon regard se perdit dans cette scène morbide, incapable de détourner les yeux, hanté par la scène de cette innocence brisée, de cette vie qu'on avait arrachée sans remords. La chambre semblait se désagréger autour de moi, comme si cette horreur allait me happer à tout jamais, dans un abîme sans fin. Après avoir accompli l'irréparable, un vide étrange s'était emparé de moi, mêlé à une sensation de libération que je ne pouvais ni ignorer, ni totalement comprendre. Je me tenais dans cette pièce silencieuse, le cœur battant à tout rompre, tandis que la lumière pâle filtrait à travers les rideaux déchirés, dessinant des ombres dansantes sur le sol taché de sang et de verre brisé. La scène tournait encore dans ma tête, chaque détail gravé comme une cicatrice indélébile. Le sourire figé de Clara, ses yeux vitreux sous la lueur blafarde, la texture glacée du verre que j'avais forcé entre ses lèvres, la lutte désespérée de ses mains tremblantes, qui tentaient de se libérer de mon emprise. C'est fini, Clara, c'est fini !» murmurai-je, le souffle coupé, une étrange douceur mélangée à une culpabilité oppressante. La voix intérieure qui me hante depuis le début se fit plus insistante, me soufflant que j'avais enfin repris le contrôle de ma vie, que cette horreur me libérait de la peur, de la faiblesse, de cette peur viscérale de ne jamais être assez. Je me laissai tomber sur le lit, les jambes tremblantes, et fermai les yeux un instant, comme pour ancrer cette sensation de puissance brute. Pourtant, sous cette façade de triomphe, une voix douce mais glacée me rappelait que le prix à payer était incommensurable, que chaque fibre de mon être était empreinte de cette tache indélébile. La culpabilité, cette bête insatiable, rôdait toujours dans un coin obscur de mon esprit, prête à déchirer à nouveau cette illusion de contrôle. Mais à cet instant précis, je ressentis une étrange forme de délivrance, comme si, enfin, j'avais brisé mes chaînes, comme si j'avais arraché la dernière pièce d'un puzzle tordu que je refusais de reconstruire. La mort de Clara n'était pas seulement une fin, c'était aussi le début d'un nouveau règne, celui où je décidais enfin de prendre en main ma propre existence, même si ce choix avait laissé derrière lui un sillage de ténèbres et de remords que je ne pourrais jamais totalement effacer. Un frisson glacé parcourut mon corps, et dans cette obscurité je sus que je n'étais plus la même, que quelque chose en moi avait changé à jamais, comme une cicatrice invisible que je porterais toujours. Seule dans l'obscurité tamisée de ma chambre, je m'installai sur le vieux bureau en bois polychrome, dont la surface était marquée par des dizaines de griffures et de taches d'encre. La pièce sentait la cire, l'humidité et un léger parfum de menthe. Un mélange désagréable qui semblait accentuer la lourdeur de mes pensées. Mon bras tremblait légèrement, alors que je trempais mon stylo dans l'encre noire, la même que j'avais utilisée pour écrire des confessions que je refusais de relire. La seule lumière provenait de la petite lampe de bureau, dont l'ampoule vacillait, comme si elle ressentait la tension qui me déchirait de l'intérieur. La voix mystérieuse, presque inaudible mais insistante, résonnait dans ma tête, comme un écho d'un secret que je ne voulais pas entendre, mais que je ne pouvais plus fuir. Continue, Élise. Ne t'arrête pas. Tout ce que tu as à dire est la seule vérité qui pourra enfin te libérer. Mes doigts crispés enserrèrent la plume, tremblante autant que mes pensées, oscillant entre la justification la plus absurde et le remords le plus dévastateur. Je griffonnais sur le papier. Les mots s'embrouillaient, se mêlaient dans un chaos de phrases incompréhensibles, comme si chaque lettre voulait s'échapper de mon esprit pour se transformer en un cri silencieux. Elle ne comprenait pas ? Je lui avais dit que c'était pour la protéger, que c'était la seule façon de mettre fin à cette jalousie maladive qui me consumait. La voix s'intensifia, presque un murmure perçant comme une lame glacée. « Tu as fait ce qu'il fallait, ne l'oublie pas. Elle ne te pardonnera jamais, mais toi, tu peux enfin te libérer. » Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnait dans tout mon corps comme un tambour de guerre. Et je me surpris à sourire, un sourire déformé par la folie et la douleur mêlée. Les mots coulaient maintenant plus facilement, comme si cette confession sur papier était la seule voie pour apaiser la tempête qui faisait rage en moi. J'écrivis sans relâche,
racontant chaque détail, chaque pensée délirante, chaque justification qui me semblait si fragile, si vacillante, mais aussi si nécessaire pour que cette vérité sordide puisse enfin sortir de l'obscurité de mon être. La voix murmurait encore, plus douce cette fois, comme un dernier soupir. « N'oublie pas, Élise, c'est toi la seule responsable, et c'est toi qui portes la lourde charge de cette nuit de l'horreur. » Je levai enfin le regard, fixant le mur derrière la lampe, mon visage pâle et déformé par la folie, alors que les mots continuaient de couler sur le papier, comme un dernier acte de résistance contre la culpabilité qui m'étouffait. Et dans ce silence oppressant, seul le bruit de ma respiration se mêlait à la lueur vacillante, témoin silencieux d'un drame que je ne pourrais jamais effacer. Dans la pénombre oppressante de la pièce, un frisson glacé me parcourut lorsque mon regard s'attarda sur le miroir ancien, suspendu au mur. La lueur tremblante de la bougie vacillait, projetant des ombres dansantes qui semblaient danser, en harmonie avec ma respiration haletante. Lentement, je m'approchais, mon cœur battant comme un tambour de guerre, chaque pas résonnant comme un écho de ma folie grandissante. Quand je levai les yeux, ce n'était pas simplement mon reflet qui me fixait en retour, mais une silhouette floue, déformée par la surface fissurée. Les éclats de verre brisés, dispersés comme des lames invisibles, reflétaient cette apparition. Un visage pâle, aux yeux cernés et désespérés. Mais surtout, cette expression de reproche et de supplication. C'était comme si Clara elle-même, spectre fantomatique, était enfermée dans ces morceaux de miroir, observant, jugeant, me condamnant silencieusement pour sa mort atroce. Je tendis la main, tremblante, pour effleurer le verre cassé. Mais au lieu de mon propre reflet, je vis soudain la figure de ma sœur, ses yeux noyés de tristesse et de colère, se dilatant dans un cri muet. « Pourquoi, Élise? Pourquoi as-tu fait cela ?» semblait-il murmurer dans un écho distordu, comme si ces mots traversaient la matière fragile pour s'insinuer dans mon esprit. Mon souffle se fit court, mon corps se figea, incapable de détacher mon regard de cette vision cauchemardesque. Le miroir devint une toile où la frontière entre réalité et hallucination s'effaçait, chaque fissure devenant une blessure ouverte dans mon âme tourmentée. La voix de Clara, inaudible mais persistante, résonnait dans ma tête. « Tu ne peux pas m'oublier, Élise. Tu ne peux pas nier ce que tu as fait. » La pièce semblait se rétrécir, se tordre sous la pression de cette confrontation invisible, et je comprenais, dans un dernier souffle, que cette vision était une manifestation de ma conscience déchirée, une punition silencieuse pour l'acte que je refusais d'admettre pleinement. Mon corps trembla, et mes mains, moites, s'accrochaient au bord du meuble, comme pour retenir cette vérité insoutenable, cette image de ma propre folie qui, plus que tout, allait finir par me détruire. Lors d'une séance silencieuse, dans la lumière tamisée d'un cabinet austère, Élise fixait ses mains tremblantes, comme si elle portait encore le poids de son acte irréparable. Le thérapeute, un homme au regard perçant mais empreint de douceur, laissa un silence pesant s'étirer avant de briser l'atmosphère. « Élise, tu peux tout me dire, même ce qui te hante le plus. » Elle leva lentement les yeux, ses pupilles dilatées par la détresse et la culpabilité, et murmura d'une voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait. « Je voulais juste que ça s'arrête. » Il pencha la tête, attentif. Elle continua, sa voix vacillant entre la confession et l'accusation. « La nuit où j'ai décidé, je savais que ce que je faisais était fou. Mais je me sentais obligée de le faire pour me sauver, pour ne plus ressentir cette insupportable sensation d'infériorité, cette obsession qui me dévorait. » Elle fit une pause, son regard se perdant dans le vide, puis reprit, plus vite, comme pour se libérer. Je me suis enfermée dans cette idée que si je lui faisais ingérer du verre, je pourrais enfin prendre le contrôle. La contrôler, moi aussi, la situation, ma vie. Je voulais la punir, mais, en même temps, c'était comme si je voulais qu'elle me punisse à sa place. Ses mains s'accrochaient aux genoux, comme pour se retenir elle-même. Ses joues rougies par la honte. La pièce semblait se dilater, chaque mot devenant une lame ou un écho, résonnant dans la cage de ses pensées tourmentées. C'était une impulsion, une folie. Je n'avais pas prévu la suite. Je ne voulais pas la tuer.
Je voulais juste qu'elle comprenne ce que je ressentais, qu'elle voie à quel point j'étais perdue. Fragile. Mais la réalité m'a échappé. Elle a bu le verre et tout a basculé. La voix de la jeune femme se brisa alors qu'elle s'effondrait dans un silence chargé de douleur, laissant entrevoir la profondeur de son désespoir, le combat intérieur qui l'avait poussée à cette extrémité. Et la conscience que, malgré tout, cette décision impulsive l'avait enfermée à jamais dans un labyrinthe de remords. Une obscurité oppressante s'était installée dans la pièce, et dans cet univers de ténèbres, Élise sentit soudain une présence insidieuse s'immiscer dans son esprit. Son souffle se fit court, sa poitrine battant à tout rompre, comme si une main glacée lui serrait le cœur. Tout à coup, une voix frêle mais ferme, celle de Clara, résonna dans son oreille, glacée et insistante. « Tu ne peux pas fuir, Élise. Tu ne peux pas te cacher !» La jeune femme tressaillit. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle se recroquevillait contre un mur, ses yeux cherchant désespérément une sortie, un refuge contre cette hallucination. Mais la voix ne s'éloignait pas. Elle devenait plus présente, plus tangible, comme si Clara se trouvait juste derrière elle, prête à l'accuser, à la condamner. « Tu as tout détruit, tu as brisé notre vie, et tu crois pouvoir t'en sortir comme ça ?» La pièce semblait se déformer. Les ombres dansaient au rythme de cette voix accusatrice, et Élise sentit une chaleur corrosive suinter de ses tempes. « Es-tu encore maîtresse de tes pensées, ou est-ce ta folie qui te contrôle ?» hurla la voix, traversant ses oreilles comme un coup de poignard. La jeune femme porta ses mains à ses oreilles, tentant de bloquer cette voix qui la tourmentait. Mais chaque tentative semblait futile face à la force de cette accusation. Son regard vacillait, ses muscles tendaient, comme si elle voulait fuir un cauchemar éveillé. Mais il était déjà trop tard. La réalité se liquéfiait lentement, laissant place à un dédale de visions où Clara apparaissait, spectre silencieux, mais chargé de reproches, ses yeux emplis de tristesse et de colère. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Élise. Tu dois faire face. » La voix s'effaça soudainement, laissant place à un silence pesant. Mais la jeune femme sentit encore la présence de cette accusation dans l'air, comme une ombre qui refuse de disparaître. La folie ou la conscience ? La frontière se brouillait, et elle se demanda dans un dernier soupir si elle pouvait réellement contrôler ses pensées, ou si l'ombre de sa propre psyché la poussait inexorablement vers la chute. Je me tiens debout dans la pièce faiblement éclairée, le souffle court, les mains tremblantes, qui agrippent le vieux tiroir de la commode. La poussière flotte dans l'air, poussière qui semble absorber chaque murmure de mon cœur battant, à tout rompre. Sur le dessus, un carnet jauni, à moitié dissimulé par un chiffon usé, attire irrésistiblement mon regard. Je l'ouvre lentement. Le bruit du papier craquant sous mes doigts résonne comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. Les pages sont remplies d'écritures tremblantes, de secrets tus depuis des années, mais maintenant dévoilés dans un état de vulnérabilité absolue. Ma main vacille, incapable de contenir l'émotion qui monte, lorsque je tombe sur une note griffonnée à la hâte, en marge d'une vieille photographie en noir et blanc. Elle sait tout, maman le lui a dit. Mon cœur se serre si violemment que j'ai l'impression que mes os vont céder. Mon regard s'arrête, hypnotisé par cette confession fragmentée qui éclaire une partie obscure de notre passé. La voix de Clara, douce mais ferme, résonne dans ma mémoire. « Tu sais, maman ne voulait pas que je découvre, mais je suis tombée dessus par hasard ce jour-là, quand j'ai fouillé dans le vieux coffre au sous-sol. » La scène se déploie devant moi, comme si je la vivais encore. Clara, 12 ans, curieuse en train de glisser un vieux parchemin dans sa poche, ses yeux brillants de questions et de peur. Je vois aussi l'expression de notre mère, qui, en nous serrant dans ses bras, murmure d'une voix tremblante. « Certains secrets doivent rester enterrés, ma chérie. C'est pour votre bien. » La vérité enfouie, longtemps dissimulée derrière des murs de silence, éclate maintenant comme une bombe dans mon esprit. La jalousie de Clara, si intense, prenait racine dans cette révélation, alimentée par la honte d'un passé qu'elle ne voulait pas porter seule. Elle connaissait, elle comprenait, et cette connaissance a creusé un gouffre entre nous, nourrissant la rancune et la jalousie qui finirent par déchirer notre fragile lien. Je reviens à la réalité, mon corps glacé, face à cette vérité qui menace de tout détruire.
Le poids de ce secret, enfin dévoilé, me pousse à la limite de la folie, car je sais que cette révélation n'est que la surface d'un abîme bien plus profond, et que, peut-être, tout ce que je pensais connaître de ma famille n'était qu'un mensonge tissé dans l'ombre, prêt à exploser à tout moment. La nuit s'était abattue sur la vieille maison, enveloppant chaque pièce d'une obscurité oppressante, où seul le faible scintillement de la lune, filtrant à travers les volets entr'ouverts, offrait une lueur blafarde. J'étais seule dans ma chambre, assise sur le sol froid, le regard fixé sur un miroir brisé, dont les éclats reflétaient fragmentairement mon visage hagard, marqué par une fatigue extrême et une folie naissante. La pièce semblait vibrer sous le poids de mes pensées, chaque respiration se transformant en un soupir court et saccadé, comme un dernier appel à la raison. Doucement, une voix familière mais déformée par la hantise émergea de l'obscur, glaciale et douce à la fois. « Pourquoi tu m'as tuée, Élise ?» La voix était faible, mais persistante, résonnant comme un écho dans ma tête embrumée. Je levai les yeux vers le miroir, tentant de discerner une silhouette derrière mon reflet, mais il n'y avait que mon visage déformé par l'angoisse et la folie. La scène sembla se figer, et soudain, j'entendis le rire cristallin de Clara, léger, mais chargé de reproches, comme si elle se tenait juste derrière moi. « Tu ne voulais pas que je sois heureuse, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, sa voix s'étirant dans l'air comme une lame tranchante. Mon cœur se mit à battre si violemment que chaque battement résonnait en moi comme un coup de tambour dans un cauchemar éveillé. Je tentais de parler, mais la bouche sèche, incapable de produire un son. Je sentis la chaleur de mes larmes couler le long de mes joues, mêlée à la sueur froide. La pièce se mit à tanguer, le reflet dans le miroir se déformant en une multitude de visages hurlants, de fragments de souvenirs douloureux, de secrets que je voulais oublier. Clara s'approcha, invisible, mais sa présence envahissante, comme un spectre vengeur, me regarda d'un œil accusateur. « Pourquoi ?» insista-t-elle, la voix se transformant en un cri déchirant. La confusion envahit mon esprit. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'estompa, et je me retrouvai à hurler dans le vide, incapable de distinguer si c'était elle ou moi qui étais en train de mourir, pris dans une spirale sans fin, où la culpabilité et la folie se mêlaient pour me condamner. La nuit, sans fin, m'enveloppait, alors que je comprenais enfin que ce qui hantait cette maison, ce n'était pas seulement le fantôme de Clara, mais aussi la partie de moi-même qui ne voulait pas admettre l'horreur de mon acte, cette fracture intérieure qui, dans une ultime étreinte, cherchait à me faire face à la vérité. J'avais tué ma sœur, et cette nuit, je devais enfin affronter le spectre de mon crime, quitte à me perdre pour toujours. Assise tremblante dans le siège froid de la salle d'interrogatoire, mon regard vacillait entre la pièce blanche et immaculée et le visage scrutateur du policier. La lumière fluorescente, cruelle, semblait s'amplifier à chaque battement de mon cœur, révélant la sueur froide qui perlait sur ma peau. Il souffla doucement, tentant de briser le silence lourd, puis me regarda d'un air pesant. « Élise, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?» Je pris une grande inspiration. Mes mains tremblaient, comme si je venais de sortir d'un rêve cauchemardesque. Je savais que la vérité allait sortir, que je n'avais plus le choix. Mais ma voix, douce et presque inaudible, se brisa en plusieurs fragments. Je ne pouvais pas. Ce n'était pas moi. C'était comme si une force qui me dépassait prenait le contrôle. Je détournais le regard, fixant mes mains jointes, comme si elles allaient m'aider à contenir le torrent de paroles que je refusais de dire. Je ne comprenais rien. C'était comme si une voix, intérieure, plus forte que moi, me guidait, me poussait à faire ce que je n'aurais jamais voulu. Mon souffle se fit court, et je sentis mes muscles se contracter sous l'effet d'une tension insupportable. Je ne voulais pas, je voulais juste que ça s'arrête. La larme roula sur ma joue, perçue comme un signe de faiblesse dans cette pièce glacée. Mais c'était la seule vérité que je pouvais encore me permettre d'admettre. J'avais agi sous l'emprise d'une force qui échappait à ma conscience, une force que je ne contrôlais pas, comme une tempête intérieure qui avait déchaîné sa fureur, sans que je puisse rien faire pour l'arrêter. Mon regard se releva, croisa celui du policier, et dans un murmure éteint, je sus que je venais de dévoiler le plus sombre de moi-même.
prisonnière d'un démon intérieur, incapable de lutter contre l'ombre qui m'habitait. Une brise glacée sembla traverser la pièce alors que, soudain, une silhouette translucide émergea du mur, comme si la lumière elle-même se déchirait pour laisser place à une apparition spectrale. C'était Clara, ou plutôt ce qu'il en restait. Un reflet pâle, une ombre fragile, mais dont les yeux brillaient d'une intensité douloureuse, comme si elle portait le poids de toute une vie brisée. Élise, figée, sentit son cœur se serrer dans sa poitrine, tandis que la vision se matérialisait devant elle, déformant l'espace et le temps, comme un cauchemar qui s'étirait sans fin. Clara, la voix tremblante mais ferme, s'éleva dans un souffle glacé. « Tu ne peux pas continuer à faire semblant, Élise. Tu as détruit tout ce que nous étions, tout ce que j'étais pour toi. » La jeune femme sentit ses jambes fléchir, mais son regard ne quitta pas cette apparition, entrevue si rarement, si lourdement chargée de reproches. « Tu te sens coupable ou soulagée ?» demanda Clara, ses lèvres tremblantes, mais emplies d'une colère silencieuse. Une larme d'eau salée coula sur la joue translucide de la spectre, alors qu'elle tendait une main fantomatique, comme pour toucher le visage d'Élise, une dernière fois. « Tu as choisi, sans même te rendre compte, de nous briser, de nous faire devenir des ombres. Tu as préféré la haine à l'amour, la vengeance à la rédemption. Mais dis-moi, le regret te ronge-t-il ou te libère-t-il ?» La voix de l'apparition s'effaça dans un soupir glacé, laissant Élise seule face à l'écho de sa culpabilité. Elle sentit un frisson parcourir son corps, comme si la frontière entre la réalité et l'illusion s'était définitivement dissoute, lui laissant face à la vérité ultime. Si Clara lui demandait si elle ressentait encore quelque chose, si elle se sentait coupable ou soulagée, elle savait qu'elle ne pourrait répondre que dans un silence brisé par le souffle tremblant de son âme déchirée. Dans un dernier acte de désespoir, Élise saisit violemment son journal intime, un recueil de pensées, de souvenirs et de confessions qu'elle avait soigneusement accumulés au fil des mois, et entreprit de le détruire avec une rage presque sauvage. La page de couverture, jaunie et froissée, se déchirait sous ses doigts tremblants, comme si elle voulait effacer non seulement les mots, mais aussi l'empreinte de toute son existence meurtrie. Elle arracha une à une les feuilles, en les jetant contre le mur, les déchiquetant dans un fracas assourdissant, comme pour briser le dernier vestige de ses secrets, de sa culpabilité et de sa folie grandissante. Mais à chaque coup, une sensation glaciale lui parcourait l'échine, et la vision de Clara lui apparaissait soudain, obstinée, comme une ombre insaisissable. La jeune fille morte, aux yeux vides mais pleins de reproches, se matérialisait devant elle, comme si la frontière entre la réalité et l'illusion s'était définitivement dissoute. « Tu ne peux pas m'effacer, Élise !» murmura la spectre d'une voix douce mais tranchante, presque une caresse de glace. « Tu crois que déchirer ton journal te libérera? Mais je reste là, dans chaque mot que tu as écrit, dans chaque lambeau que tu détruis. » Éperdue, Élise s'effondra sur le sol, recroquevillée, ses mains tachées d'encre et de sang symbolique, son souffle coupé par un mélange de terreur et de culpabilité. Elle sentit la chaleur de la vision de Clara s'intensifier, envahissant ses pensées, refusant de s'évanouir dans l'oubli. Des larmes silencieuses glissèrent sur ses joues trempées de sueur, alors qu'elle tendait la main vers l'espace vide, comme pour attraper une dernière trace de sa sœur. « Tu ne partiras pas, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle, la voix brisée, espérant un miracle, une rémission. Mais la réponse ne vint pas. Seulement ce poids oppressant de la présence persistante, cette sensation que ses actes, aussi désespérés soient-ils, n'avaient fait que creuser un vide encore plus profond, où Clara, spectre silencieux mais inébranlable, refusait de disparaître. La pièce devint un théâtre d'ombres et de murmures, un cauchemar éveillé où chaque fragment de papier brisé semblait sceller son propre destin, hanté à jamais par la vision d'une vérité qu'elle ne pourrait jamais effacer. Dans le silence lourd de la pièce sombre, Élise se tenait immobile, le regard fixé sur le sol fissuré, alors que la lumière tremblotante d'une bougie vacillait à ses côtés, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Son corps frissonnait, non seulement à cause du froid, mais aussi sous le poids écrasant de ses pensées tourbillonnantes. Elle savait que le moment était venu. La confession, l'aveu ultime,
comme une libération ou une condamnation. Elle leva lentement la tête, ses yeux rouges mais déterminés, et murmura d'une voix cassée. « Je ne peux plus fuir. Tout est là, en moi. » Son souffle se coupa un instant, puis elle resta là, figée, comme si ses muscles avaient gelé, incapable de faire un pas supplémentaire. Lentement, elle s'accroupit, ses mains tremblantes effleurant le verre brisé qui traînait sur le sol, écho de ses actes passés. Elle prit une profonde inspiration, le regard perdu dans l'abîme de ses propres ténèbres. Un sanglot sourd s'échappa, avant qu'elle ne ferme les yeux, laissant couler une larme solitaire sur sa joue trempée de sueur. « Clara, je suis désolée, » souffla-t-elle, la voix tremblante, comme un ultime appel à la rédemption qu'elle savait impossible. Alors, dans un geste lent mais déterminé, elle porta la main à son cou, comme si elle voulait se libérer, ou peut-être se punir. Mais au lieu de faire le geste final, elle se figea, les yeux fixant un point invisible, comme si une force invisible la retenait. Sa respiration se fit plus lourde, plus chaotique, alors qu'elle comprenait qu'elle était face à l'ultime vérité. La folie qui l'avait consumée, la culpabilité qui la déchirait, étaient désormais impossibles à fuir. Elle sentit une présence, celle de Clara, là, derrière ses paupières closes, un regard accusateur et silencieux. La scène se mua en un tableau d'angoisse suspendu, où la frontière entre la réalité et le rêve s'effaçait. Elle murmura alors comme une prière désespérée. « Peut-être que je ne suis rien qu'une ombre. Peut-être que tout ce que j'ai fait n'était qu'un cauchemar dont je ne peux plus me réveiller. » Son corps se relâcha enfin, et elle resta là, figée, à la croisée des chemins, entre la folie et la paix illusoire, consciente que la seule vérité qu'elle acceptait désormais, c'était sa propre perte, irrémédiable, définitive. La pièce était plongée dans une obscurité oppressante. Seules quelques lueurs faibles filtrant à travers les fissures d'un vieux volet, caressant maladroitement les fragments de verre éparpillés sur le sol. Élise se tenait debout devant un miroir brisé, dont les éclats semblaient se refléter, non pas son visage, mais une multitude de pensées tourbillonnantes, fragmentées, presque vivantes. La silhouette difforme qu'elle apercevait dans le verre cassé oscillait entre le calme glacé et la détresse, comme si la surface elle-même lui renvoyait une image déformée de sa propre âme. Son regard vacillait, suspendu entre la lucidité et la folie, tandis que ses mains tremblaient, effleurant doucement les arêtes tranchantes. Elle murmura, d'une voix qui se voulait ferme mais tremblante. « Est-ce que je suis encore maîtresse de tout ça? Ou bien la folie a-t-elle déjà tout dévoré ?» Elle s'approcha, le souffle court, le regard fixé sur l'éclat de verre suspendu dans le miroir, comme si cette fracture représentait sa propre réalité fracturée. Une larme solitaire roula sur sa joue, avant d'être balayée par un soupir résigné. Elle se pencha, ses doigts frôlèrent de la surface tranchante, puis, dans un geste hésitant mais presque automatique, elle tenta de saisir un fragment avec la crainte de se couper, mais aussi d'y voir une vérité plus profonde. Son visage se déformait dans la douleur et la perplexité, comme si elle cherchait une réponse dans ce miroir brisé, dans cette image fragmentée d'elle-même. Suis-je encore celle qui contrôle? Ou suis-je devenue simplement une ombre, une silhouette perdue dans un cauchemar dont je ne peux plus échapper? La voix de la jeune femme s'éteignit dans un souffle rauque, tandis que ses yeux s'obscurcirent, scrutant l'horizon invisible d'un avenir incertain. La pièce tout entière semblait vibrer au rythme de ses pensées, oscillant entre la lucidité fragile et l'effondrement total. La dernière image la montra alors, figée, immobile, face à ce miroir brisé, son regard fixé sur le reflet fragmenté, comme si elle se demandait encore si la folie l'avait déjà prise, ou si une dernière lueur d'espoir subsistait quelque part au fond d'elle. La scène se clôturait sur un silence lourd, une interrogation non formulée, laissant le spectateur face à l'incertitude. Était-elle encore maîtresse de sa vie, ou déjà en train de sombrer dans l'abîme, incapable de distinguer la frontière entre la réalité et la folie?